Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation spécial UHFP à la rencontre de tous les acteurs du secteur. Avec nous, Christophe Sullivan. Bonjour. Bonjour, Jérôme. On est fatigué, c'est fin de journée et ces journées qui sont intenses avec tous ces acteurs et tout ce qui se passe sur ces universités. On est ravis de vous accueillir parce que vous êtes d'une part directeur général d'ICDL France et vous étiez avec nous il y a 2 ans quand on parlait des mutations économiques, de la révolution numérique en cours. Et à l'époque, vous nous parliez d'un enjeu fondamental et un enjeu clé dans notre pays. C'était la fracture du numérique et pour laquelle ICDL France lançait un programme qui s'appelait Digital Citizen. 2 ans après, est-ce qu'on peut en faire un bilan déjà ou que s'est-il passé pour ICDL? Oui, on peut en faire un bilan. Alors, je reviens juste sur cette période. C'était aussi les grandes discussions autour de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on prenait un peu le contre-pied, nous, en parlant d'inclusion numérique et finalement de ces compétences de base, alors que les grandes transformations commençaient à se dessiner avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises. La réalité, c'est toujours la même. C'est que nous avons 14 millions d'éloignés de numérique en France, 14 millions de personnes qui ne savent pas utiliser ou très peu ou très mal un ordinateur, qui donc ne sont pas employables sur des postes qui requièrent un minimum de compétences numériques, et puis des personnes qui finalement n'ont pas accès à tous les outils numériques publics auxquels chaque citoyen a accès. Et donc on a lancé Digital Citizen, ce programme d'apprentissage pour les grands débutants, où on découvre l'informatique au travers du cahier d'apprentissage et on bascule ensuite vers l'évaluation et la certification des compétences depuis la plateforme en ligne. Le bilan, c'est qu'on a réussi à engager beaucoup d'entreprises dans le projet, des entreprises qui étaient justement en restructuration ou en tout cas en transformation numérique et qui avaient besoin de faire monter en compétences les collaborateurs, notamment sur des ouvriers pour leur permettre d'accéder à leur emploi du temps numérisé ou recevoir les bulletins de paye par mail, ou bien encore de faire remonter les rapports des productions à la chaîne dans les usines, auprès des directions à travers de tablettes. Je donne quelques exemples comme ça. Mais effectivement, les entreprises se sont vraiment saisies de ce cahier d'apprentissage pour accompagner les équipes vers ce niveau de compétences numériques. Et on a commencé à discuter un petit peu aussi avec les pouvoirs publics pour les personnes en situation de recherche d'emploi, de manière à aussi essayer de trouver des solutions de financement, de dispositifs de formation qu'on pouvait apporter sur ce public-là. Donc tout se passe bien, la situation s'améliore ou pas? Nous, on contribue. 14 millions, c'est important, mais bon, j'imagine qu'il y a parmi ces 14 millions aussi des ultra seniors. Alors, il n'y a pas que les seniors. On a souvent l'idée que les jeunes sont des digital natives, donc ils maîtrisent le numérique. En fait, souvent, ils s'en servent très mal et puis ils se servent principalement que de leur téléphone. Là, on ouvre sur la gestion des mails, la gestion aussi de la navigation web et puis aussi la création d'un courrier, et puis d'accéder aux services publics numériques. Donc, et de maîtriser aussi toutes les suites qui sont proposées. Tout à fait. Aussi bien sur du payant que sur du gratuit d'ailleurs. Et d'ailleurs, on a les deux. Donc, mais évidemment que c'est un chantier énorme, 14 millions d'éloignés numériques. Je pense qu'on ne prend pas forcément la mesure de l'impact économique et social et sociétal que ça représente, du coup, d'avoir ces 14 millions d'éloignés du numérique en France. On a une accélération de tous les services digitaux et on a encore du mal à aller de l'avant sur ces personnes qui sont des éloignés du numérique. Est-ce que ça a encore un impact aujourd'hui sur tout le secteur de la formation professionnelle initiale? Vous le disiez, il y a des jeunes, mais il faut travailler, tout le monde dans le secteur de la formation doit travailler sur cette fracture numérique, c'est ce que vous dites, et le laisser faire à des spécialistes comme ICDL. Non, alors pour le coup, c'est pas nous, c'est notre réseau de centres habilités. On a environ 1000 centres habilités sur le territoire métropolitain et sur le territoire des ultramarins. Donc on a vraiment un service de proximité. Je pense que c'est vraiment essentiel que les
personnes qui veulent s'orienter vers ce type de formation soient accompagnées en personne par quelqu'un qui est à côté, et quelqu'un qui se trouve à quelques kilomètres seulement de chez soi, pour vraiment garantir cette facilité d'accès au programme. Et on a effectivement, aujourd'hui, on fait 100 000 examens en France, hein, chez ICDL France, donc quand même un gros certificateur. Finalement, la partie inclusion numérique ne représente qu'une toute petite partie de ce que l'on fait, mais je pense qu'elle va continuer à se développer, et je pense qu'il y a surtout un enjeu important pour notre pays. Sur l'autre partie que vous faites, ICDL, c'est la certification. C'est la certification des outils plutôt professionnels, plutôt les outils bureautiques. Et là, on va vraiment sur le traitement texte et le tableur, mais avec un niveau assez technique, professionnel. On a 16 domaines de compétences qui couvrent 35 logiciels différents. Et ça, c'est 85% finalement de nos certifications, de notre activité porte vraiment sur les outils bureautiques. Ça veut dire que les entreprises, en fait, sont encore très demandeuses de recruter ou d'avoir du personnel dans l'entreprise qui est opérationnel, efficace, efficient, productif sur ces outils bureautiques qu'ils utilisent quotidiennement. Et formé en permanence. Alors, je suis curieux, hein, vous êtes venu avec un autre document, c'est « Investir dans les compétences numériques pour une économie productive et inclusive, un rapport d'impact ». En fait, c'est ce que je disais à l'instant. On est capable de dire aujourd'hui qui sont les candidats à la certification, d'où ils proviennent. Est-ce que ce sont des salariés, ce sont des demandeurs d'emploi, est-ce que ce sont des étudiants, de quel secteur d'activité est-ce qu'ils proviennent, de quelle région, comment sont-ils accompagnés, quelles sont leurs motivations. Donc c'est un rapport d'impact, c'est notre premier rapport d'impact, c'est la première édition. On l'a lancé ici, à l'UHFP, officiellement. C'est un rapport d'impact en France. Uniquement en France, sur des données qui datent de 2023, hein, parce qu'il nous faut un petit peu de temps pour analyser ces données. Puis comme c'est le premier, je ne vous cache pas qu'on a mis un petit peu de temps à le lancer. Ce qu'on va retrouver ici, par exemple, c'est que 58% des candidats à la certification ICDL sont des personnes qui disposent d'un niveau de bac ou infra-bac, par exemple. Donc c'est une donnée intéressante pour nous de voir que ce n'est pas uniquement sur des bac plus que les personnes s'intéressent à ce type de formation et ce type de certification. On sait qu'on a 10% de personnes qui sont en situation de handicap. On sait qu'il y a 25% qui se sont motivés dans cette formation certifiante pour des raisons de gain de temps et de productivité au travail. Donc c'est vrai que toutes ces informations déjà nous servent, nous, ICDL France, parce qu'on va apprendre à mieux connaître nos candidats. Et ça justifie de l'importance. C'est notre impact, c'est vraiment ça. Ça permet aussi à nos centres, nos 1000 centres habilités, à identifier les cibles que eux peuvent exploiter en termes de communication par rapport aux différents logiciels et aux différentes formations qu'ils couvrent. Et puis, je pense, modestement, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour les politiques publiques, pour définir les orientations que nous pouvons prendre soit au niveau régional, territorial, soit même au niveau national, des besoins spécifiques en compétences numériques, quelles entreprises ont besoin de quoi et où, puisque ça, c'est ce que nous retrouvons finalement dans ce rapport. Ce rapport, j'imagine qu'il est disponible sur votre site internet. Il est disponible en ligne, sur tous les réseaux sociaux, et on le distribue largement. Site internet www.icdlfrance.org. Alors, on est sur les universités diverses de la formation professionnelle. Chaque fois que c'est organisé, il y a un thème. Là, le thème cette année, c'est la formation, levier d'émancipation et de performance durable. Une réaction sur ce thème avec ses nombreux défis. Émancipation absolument aligné avec ce que nous faisons à la certification, puisque nous donnons à chacun la possibilité de faire reconnaître ses compétences sur un marché du travail, et donc ça contribue à l'émancipation, faire un bilan et les amener vers un objectif de reconnaissance et de certification. Et également, et on le voit d'ailleurs assez fortement dans le rapport, il s'agit quand même d'investir aussi sur évidemment quelque chose de durable, mais aussi quelque chose
efficient, avec un vrai retour sur investissement. Donc, on est vraiment aligné avec ces deux grandes thématiques, trois grandes thématiques même, je dirais, de l'UHFP, cette 19e édition. Voilà, donc il y a encore du travail à faire au niveau de la fracture numérique. Je sais que c'est votre credo, le vôtre chez ICDL. Voilà. Alors là maintenant, je vais m'adresser à vous non plus comme directeur général d'ICDL, mais comme président des acteurs de la compétence. Aujourd'hui, c'est la fédération qui regroupe et qui rassemble la majorité des acteurs du secteur. C'est la principale fédération effectivement du secteur. 1600 adhérents, structures adhérentes, entreprises et associations. Et tout le champ finalement de la formation professionnelle est couvert et tous les métiers aussi qui contribuent à la compétence, toute cette chaîne de valeur qui commence par le sourcing, le bilan de compétences, l'accompagnement, la formation, les CFA, la certification, les éditeurs de logiciels qui contribuent à nos métiers, que ce soit l'e-learning ou logistique, les cabinets conseils. Voilà, toutes les structures qui contribuent d'une manière ou d'une autre à cette chaîne de valeur de la compétence. Alors, et là, justement, on est dans une situation politique particulière, économique aussi particulière. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur la situation pour le secteur ? C'est aussi important pour nous d'être présents, et on a une délégation donc, des acteurs de la compétence présente aujourd'hui aux universités, parce que on a besoin d'échanger, de dialoguer, de construire ensemble, collectivement, notre futur de la formation professionnelle en France. Et c'est important pour nous en tant que fédération que nous représentons et que nous défendions nos adhérents. Ça, c'est de travailler à protéger, à sécuriser, à sanctuariser les principaux piliers de la formation professionnelle en France, c'est-à-dire la formation continue par le CPF par exemple, c'est l'apprentissage, c'est les grands besoins aussi de reconversion professionnelle, comment on accompagne les entreprises dans ces grandes transitions transition écologique, transition numérique, tout en gardant vraiment l'enjeu de la souveraineté en tête, parce que c'est des transformations qui ne s'opèrent pas uniquement au niveau de la France, mais vraiment au niveau international. Donc la France ne doit pas prendre du retard par rapport à ses compétences d'aujourd'hui et de demain. Donc on est d'abord dans une posture, on va dire, de protection, de sécurisation de ces dispositifs, parce que c'est important aussi bien pour notre filière que pour l'avenir du pays. Et puis ensuite, on peut aussi être dans une phase un peu plus prospective, en se disant comment est-ce qu'on va pouvoir anticiper les besoins en compétences de demain, les futures modalités pédagogiques, et comment on va pouvoir articuler l'offre de formation, l'appareil de formation avec ces besoins futurs. Et on a l'impression qu'il y a un sentiment de la nécessité d'une agilité permanente avec cette évolution de notre monde économique qui est assez rapide aujourd'hui. Alors, c'est extrêmement rapide. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à notre secteur. Je sais qu'il y a des secteurs qui sont un petit peu plus bousculés que d'autres, et je crains que nous en fassions partie. On a eu, par exemple, cette année, quelques déboires avec la VAE, avec un stop and go. On a des annonces sur le CPF, entre le permis moto qui a été mis, ensuite enlevé, et puis ensuite la mise en œuvre du reste à charge, enfin du ticket modérateur. Enfin, dans tous les cas, c'est vrai que comme on est un secteur qui finalement dépend beaucoup de la commande publique, hein, d'une certaine manière, c'est normal qu'on soit très réglementé. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait une surcharge administrative, une surcharge de réglementation. Ce qui compte pour nous, c'est deux choses. Là, je parle vraiment au nom de la filière, c'est une stabilité. Ça, c'est vraiment crucial pour qu'on puisse se projeter. On a entendu aussi une reconnaissance de toute la filière dans le discours de la ministre du Travail. Oui, que la formation professionnelle est essentielle, certes. Mais on reste des entreprises. Des entreprises avant tout, des entreprises qui ont besoin de faire des investissements, qui ont besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et sans stabilité, on ne peut pas avoir cette anticipation nécessaire pour nos entreprises. Et la deuxième chose dont on a absolument besoin, c'est la simplification. Il faut qu'on reste, ou en tout cas de maintenir une simplification. Ne pas ajouter de la complexité sur des dispositifs que nous maîtrisons parce que nous sommes du secteur de la formation professionnelle, mais dès qu'on doit commencer à convaincre des entreprises ou des organisations ou des personnes avec des systèmes qui sont complexes,
malheureusement, ils décrochent et c'est de plus en plus difficile de les engager et de les accompagner dans leurs besoins de développement des compétences. Or, aujourd'hui, la formation tout au long de sa vie est essentielle avec ces perspectives où les gens feront différents métiers tout au long de leur vie de manière subie et pas simplement choisie. On n'a jamais eu autant de modifications de trajectoire professionnelle, donc il faut effectivement les accompagner. Et c'est un peu l'effet post-Covid, hein, ça aussi, je pense que ça a une prise de conscience un peu générale sur le sens qu'on donne à notre travail, à l'entreprise dans laquelle on travaille aussi. Beaucoup de personnes qui cherchent des entreprises qui ont du sens. En tout cas, ce questionnement, je pense qu'il n'a jamais été autant présent chez les actifs, chez les Françaises et les Français. Et il faut être en capacité, tout en ayant une logique de cohérence économique, hein, évidemment, mais il faut être en capacité de les accompagner dans cette... les accompagner aussi vers tous ces nouveaux métiers qui apparaissent. Merci infiniment, Christopher Sullivan. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les acteurs de la compétence, un site internet, lesacteursdelacompétence.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.